Masechet Shabbat, résumé du Daf Kuf Mem He. La Gemara continue la question qui a été traitée dans le Daf précédent, à propos de quelqu'un qui vient presser un fruit, il vient presser ses raisins dans sa marmite. Donc on a vu qu'il est permis a priori de prendre une grappe de raisin et de la presser directement dans la marmite, dans l'aliment, parce que ce jus-là qui vient dans l'aliment est considéré lui-même comme un aliment. La Gemara propose de dire que c'est une machloket tanaïm, comme on voit en ce qui concerne le boulanger qui vient presser des raisins sur son pain avant de le cuire. On a une machloket tanaïm à savoir est-ce que c'est considéré comme un liquide ou pas. Est-ce que c'est marchir, ça rend le pain apte à recevoir de la touma ou pas. Donc la Gemara a tendance à comprendre que la machloket ici elle est justement à savoir, sachant que le jus tombe directement dans un aliment, dans le pain, est-ce qu'il est considéré comme un jus, comme un liquide, ou bien comme un aliment? La Gemara repousse et dit on peut comprendre cette machloket d'une autre manière, de deux autres manières d'ailleurs. Soit on peut dire que la raison pour laquelle ici c'est pas considéré comme un liquide, c'est pas parce que c'est pressé directement dans un aliment, mais pour une autre raison, c'est parce que ici ce liquide-là il est perdu. Il met le pain en four, il reste plus rien de ce jus. Ou bien, on pourrait dire que ici la raison elle est parce que ce liquide-là n'est pas pressé, ce jus de raisin n'a pas été pressé pour être consommé, il a été pressé plutôt pour mettre de la couleur sur le pain, et donc c'est une raison de ne pas le considérer comme un liquide, mais sinon en général on pourrait dire que c'est lui considéré comme un liquide, même si il avait été pressé directement dans un aliment, dans son plat, dans sa salade. La Gemara reprend donc la halakha telle quelle, elle dit oui effectivement, il est permis de presser une grappe de raisin directement dans la marmite, mais pas dans l'assiette. Le poisson aussi, on a le droit, par contre, lui, de le presser même dans l'assiette. On a le droit de le presser même dans l'assiette, de sa sauce, de son jus. C'est aussi permis. Et la Gemara, elle conclut qu'en réalité, c'est une machloket entre Rav et Shmuel. Selon Rav, c'est permis, selon Shmuel, c'est interdit. Et c'est là où la Gemara elle ramène une triple machloket à propos de la question de savoir est-ce qu'on a le droit de presser des légumes. Et donc déjà, il est clair selon tout le monde que des légumes de conserve et de même des légumes cuits, on a le droit de les presser si on a besoin du légume lui-même. Donc on l'a pressé pour se débarrasser de son eau, de sa sauce, et là, il est permis selon tout le monde de les presser. Par contre, dans le cas où il les presse pour obtenir justement leur sauce, et c'est ce qu'il veut manger, là on a une triple machloket. En ce qui concerne les conserves, c'est interdit. En ce qui concerne les légumes bouillis, selon Rav, c'est permis a priori. Selon Shmuel, c'est interdit midrabanan. Et selon Rabbi Yochanan, c'est interdit midoraita. Donc je reprends de presser des légumes bouillis, des légumes cuits pour obtenir leur sauce. Il veut manger cette soupe-là. Eh bien, ici, nous avons une triple machloket. Selon Rav, c'est permis. Selon Shmuel, c'est interdit. Midrabanan, selon Rabbi Yochanan, interdit minatora. La Gemara ensuite ramène une braïta qui dit que minatora, il est interdit que de piétiner, donc de presser les olives et les raisins uniquement. Et d'ailleurs, un témoin qui vient témoigner au nom d'un autre témoin, on ne peut le croire qu'en ce qui concerne le témoignage d'une femme. La Gemara veut dire comprend au début qu'il s'agit d'une femme qu'on veut marier en témoignant que son mari est mort. Donc un témoin qui a dit au nom d'un autre témoin qu'il a vu son mari mourir, on peut le croire. Mais c'est que ici. Sinon, en général, on ne croit pas un témoin au nom d'un témoin. La Gemara demande qu'est-ce qu'il en est de croire un témoin au nom d'un témoin en ce qui concerne un défaut qui est tombé dans un premier-né, un béchor, un veau, ou un agneau, ou un chevreau, qui est entre les mains d'un Kohen, et qui, une fois que le défaut est tombé dedans, et une fois qu'il a eu un défaut, eh bien, le Kohen, il a le droit de le manger. Mais à condition qu'il amène un témoin comme quoi, c'est pas lui qui a mis le défaut dans le béchor. Et là, la question se posera, est-ce qu'on peut témoigner ici, aide mipi aide, un témoin au nom d'un autre témoin? La Gemara ramène là-dessus une machloket, et la Gemara conclut que la halakha elle est qu'on peut le croire, et on peut permettre de cette manière-là le béchor. La Gemara ensuite reprend ce qu'on a vu dans la Mishnah, les gâteaux de miel qui ont été pressés avant Shabbat, ils ont été écrasés avant Shabbat,
et pendant Shabbat, il y a le miel qui est sorti de lui-même. Donc, selon Rabbi Eliezer, il est permis, selon Chachamim, il est interdit. La Gemara ramène qu'il en est de même en ce qui concerne les olives et les raisins qui ont été broyés avant Shabbat, et donc desquels pendant Shabbat, il y a le jus qui continue à sortir, que, à nouveau, selon Rabbi Eliezer et Rabbi Shimon aussi d'ailleurs, leur jus est permis, selon Chachamim, il est interdit. Donc, malgré qu'ici, c'était au début un fruit et c'est devenu un jus, malgré tout, Rabbi Eliezer, il va permettre ici aussi. Et pas que dans le miel qui était en état, qui était considéré comme un aliment avant et après. Même s'il a changé de statut, il était un fruit, il est devenu un jus, même ici Rabbi Eliezer va permettre. À condition que ce soit bien pressé avant Shabbat. Mishnah suivante. Ce qui a été cuit avant Shabbat, on peut le mettre dans l'eau bouillante pendant Shabbat. Ce qui n'a pas été cuit avant Shabbat, on peut le rincer avec de l'eau bouillante pendant Shabbat, sauf des poissons salés, bien salés depuis longtemps, qui se sont déjà bien ramollis à cause du sel, et qui en les rinçant, on va terminer leur cuisson, eux, on n'aura pas le droit de le faire. La Gemara précise que ce sera interdit minatora. Ce sera interdit minatora de le faire, parce que c'est la fin de sa cuisson. Entre-temps, la Gemara ramène l'exemple d'une bonne cuisson qui était bien cuite avant Shabbat, et que donc on a le droit de le remettre dans l'eau bouillante pendant Shabbat. La Gemara ramène, c'est comme la poule de Rabbi Abba. Rabbi Abba, il mettait sa poule à cuire avant Shabbat, et ça se ramollit. Rien à voir avec Shabbat, pardon. Rabbi Abba, il avait l'habitude de cuire ses poulets très longtemps, de les cuire bien, de les laisser dans l'eau bouillante plusieurs jours, jusqu'à ce que quasiment ils fondent complètement. Et ça, c'était l'exemple donc d'une chose qui était bien cuite avant Shabbat. Et la Gemara d'ici, elle s'enchaîne sur les aliments d'Eretz Israël, comme celui-là, les aliments de Bavel, et comment chacun recevait les aliments de l'autre côté. Donc les gens de Bavel, ils étaient dégoûtés de ces repas-là, de ce goût-là, de cette poule-là, et inversement, les gens d'Eretz Israël, éventuellement, ils n'aimaient pas les repas de Bavel. La Gemara ensuite ramène une discussion entre deux Amoraïm qui étaient devant Rabbi Yochanan. Ils se sont posés 4 questions. Pourquoi est-ce que sont différents à Bavel d'Eretz Israël en ce qui concerne les volailles qui sont bien plus gros, bien plus gras à Bavel qu'en Eretz Israël? Et les Talmidei Chachamim aussi d'ailleurs, à Bavel, on les voit qui sont marqués par leurs vêtements. Les fêtes à Bavel sont plus joyeuses. Et les goyim en général, ils ont une mauvaise odeur. Sale, mauvaise odeur. Et la Gemara, elle ramène une première réponse des élèves de Rabbi Yochanan, comme quoi au contraire, tout ça, ça te montre l'importance d'Eretz Israël. Donc les volailles en Eretz Israël, on peut les trouver aussi. Les Talmidei Chachamim en Eretz Israël, ils sont tellement importants qu'ils n'ont même pas besoin de porter des vêtements de rave pour pouvoir les respecter. Les fêtes à Bavel sont plus joyeuses parce qu'ils sont pauvres, ils travaillent toute l'année, donc en jour de fête, ils sont plus contents. Et les goyim parce qu'ils mangent des insectes. Et c'est pour ça qu'ils ont des mauvaises odeurs. Rabbi Yochanan n'était pas content de cette réponse. Il leur a dit c'est pas ça l'explication. Les volailles à Bavel ne sont pas allés en exil, ils n'ont pas bougé de là-bas. Tandis qu'en Eretz Israël s'est vidé complètement d'êtres humains, de volailles, d'animaux pendant 52 ans. Et cet exil a fait que les volailles d'Eretz Israël ont bien maigri. En ce qui concerne les Talmidei Chachamim, l'explication elle est parce que ils ne sont pas connus à Bavel, donc ils ont besoin de se faire marquer par leurs vêtements. Les jours de fête à Bavel sont plus joyeuses parce qu'ils n'ont pas été touchés par la malédiction qui a touché Eretz Israël, qui va perdre tous ces jours de fête, qui n'aura plus de joie et de jours de fête. Et enfin, les goïms, donc j'ai cité les questions un peu en désordre. Maintenant, en tout cas, la dernière question, c'était en ce qui concerne les goïms. Les goïms, pourquoi est-ce qu'ils ont une mauvaise odeur? Parce que ils ne se sont pas tenus au Har Sinaï, au moment de Matan Torah. Puisqu'ils n'étaient pas à Har Sinaï au moment de Matan Torah, alors ils ont une certaine saleté, peut-être spirituelle, peut-être un peu physique, qui fait que ils ne se sont pas débarrassés en réalité de la faute du serpent, du premier serpent,
qui, en faisant fauter Chava, il lui a mis cette saleté-là, et quand les Bnei Israël se sont tenus à Matan Torah ou à Sinaï, eh bien, ils se sont nettoyés de ça, tandis que les Goïm ne se sont pas nettoyés de ça. Et ça explique la raison pour laquelle ils ont cette saleté-là, qui a spécialement chez les Goïm plus que et qu'il n'y a pas chez les Juifs.